excusez-nous, mais surtout aussi pouvoir interagir avec lui. Donc là, vous avez une petite représentation de qu'est-ce qui est important dans ce rendez-vous mensuel, hein, c'est vraiment de partager au travers de cette transformation des opportunités que l'on a dans le contexte aujourd'hui qui est complexe, de partager cette notion de trajectoire de transformation dans l'idée finalement d'avoir des impacts positifs dans les différentes phases d'un modèle économique. Donc, comment ça se passe pour pareil, les nouvelles personnes? Pendant à peu près 45 minutes, on va avoir le témoignage. Alors, quelques petites règles de fonctionnement. Ce qu'on vous propose, c'est bien sûr de couper les micros pour éviter les interférences et aussi les caméras. Vous aurez l'opportunité au fil du temps d'interagir. Alors, vous avez deux solutions. Vous pouvez lever la main ou faire un commentaire dans le chat. Et puis, au fur et à mesure des échanges, on donnera l'occasion de pouvoir poser la question ou faire ce commentaire. Pour information, on est de plus en plus nombreux, donc on ne sera pas forcément en capacité de donner la parole à tout le monde, puisque aujourd'hui, normalement, on a à peu près une cinquantaine de personnes qui s'étaient inscrits à la session de ce matin. Voilà, pour le moment, je vais laisser la parole à Céline, qui va gérer les échanges avec Alex Lepriol, qui est notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a aujourd'hui la chance d'accueillir Alex Lepriol de chez Reliance pour ce Voix de pionnier. Donc, Alex est directeur du marché grands acteurs territoriaux au sein de l'entreprise Reliance, qui a une partie de son activité et de son siège sur Orléans. Et donc, après un parcours professionnel comme économiste de la santé, en santé publique, et comme consultant, il a rejoint le groupe en 2021. Et sans des expériences particulières dans l'assurance, et on verra que sur la trajectoire, c'est un élément aussi intéressant. Et donc, il a rejoint le groupe Reliance. Alors, Reliance, c'est un groupe mutualiste de protection sociale et de responsabilité médicale pour les établissements de santé ou les collectivités territoriales. Alors, Alex nous reprécisera tout à l'heure les éléments. Et donc, c'est un groupe avec 1100 salariés, une partie sur Orléans, Bourges et Lyon, et un peu aussi à l'international, qui est entreprise à mission depuis, je ne sais pas, l'année dernière, je crois. 2021. Depuis 2021, avec la mission que vous voyez inscrite en bas du PowerPoint, agir et innover aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l'intérêt général. Et je n'ai pas la fin de la phrase. Pour construire un monde de confiance. Merci. Et donc, le recrutement d'Alex a croisé la volonté du groupe de passer d'une logique d'assureur à une logique de manager des risques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Alex va venir bien témoigner aujourd'hui de la trajectoire, en tous les cas, de l'action qu'il a pu mener sur ce sujet-là. Donc, Alex, est-ce que tu as des choses à préciser sur à la fois ton parcours et sur… Peut-être simplement mettre l'accent sur le fait que là, on parle de faire cette transition, mais dans une entreprise, un groupe là, qui compte deux entités en gros de plus de 500 personnes à chaque fois, donc c'est assez massif. Et puis avec un historique conséquent sur la partie hospitalière, c'est une société qui a 100 ans d'existence, et du côté de la fonction publique territoriale, c'est une société qui a plus de 35 ans, donc on va dire avec des habitudes, des pratiques, une culture interne, une façon de voir les choses, on va dire, logiquement bien ancrée. Très bien. Merci pour cette précision. Alors, on va commencer l'échange sur finalement essayer d'identifier ensemble quel a été le déclencheur, enfin, que tu nous partages quel a été le déclencheur qui a permis, enfin, qui a lancé l'entreprise sur une révolution, hein, de faire autrement et de se déplacer un peu de son métier d'assureur vers un métier de manager de risque. Le déclencheur, c'est la prise de conscience de la place de la donnée dans l'activité de l'entreprise. Plus il y a d'informations, plus il y a de données qui ont du sens, moins on a d'aléas, et moins on a d'aléas, moins on a d'assurance. Donc, une prise de conscience qu'avec l'ensemble de ces données, à terme, on va avoir une attrition des aléas, parce qu'on pourra mieux les anticiper avec des modèles de prédiction, et qu'il est donc important de se questionner sur notre positionnement. Un assureur, c'est quelqu'un qui arrive une fois qu'il y a eu un problème, une fois qu'il y a eu l'événement qui n'était pas désiré. Et
le fait de devenir manager des risques, c'est donc une réponse à ce constat. C'est de se dire, bon, très bien, on intervient une fois qu'il y a un problème, mais ça serait quand même mieux de tout faire et de faire en sorte, en tout cas, que l'événement ne se produise pas. Et donc, manager les risques, ça va être de déplacer le curseur de l'après-événement à l'avant-événement. Alors, bien entendu, il y a des situations où, même si on fait tout ce qu'il faut, on ne sera pas en capacité d'éviter un arrêt de travail pour la partie territoriale. Hein, c'est une activité où on assure les collectivités sur leur risque d'arrêt des agents. Il faut savoir que, pour ceux qui ne sauraient pas, contrairement au secteur privé, quand un agent de la fonction publique territoriale est en arrêt, c'est la collectivité qui continue à verser son salaire et doit aussi verser le salaire de la personne qui est remplacée. Ce n'est pas l'assurance maladie qui s'occupe de ça. Et donc, les collectivités s'assurent pour ça. Donc, si je reprends ma logique de manager des risques, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tout pour éviter que les gens soient en burn-out et des accidents du travail, etc. Voilà, tous les événements qui vont causer un arrêt, même si, bien entendu, on ne pourra pas éviter tous les arrêts. Et donc, la fonction d'assurance perdure. Mais se déplacer le curseur, c'est vraiment essayer de remonter le plus en amont possible. Et donc, dans cette démarche, il y a un peu une logique un peu contradictoire, puisque c'est de se dire, on va aller contre le métier de l'assurance. Oui, en gros, il pourrait y avoir une interprétation qui dit, mais attendez, vous êtes mon manager des risques, en même temps, vous m'assurez, mais si vous êtes un bon manager des risques, pourquoi je m'assure? Il y a un peu le point de tension. Donc, c'est vrai que le point d'équilibre, les réflexions qui sont menées, on est encore beaucoup dans de la construction, c'est-à-dire que cette opposition qu'on pourrait avoir entre les deux logiques, elle est à date beaucoup plus théorique que réelle, parce que malheureusement, il y a énormément encore d'arrêts. Mais c'est d'arriver à tenir ces deux points, ces deux logiques et qui vont changer, on va en reparler un petit peu après, mais qui vont changer la relation qu'on va avoir avec le client. On va passer d'une logique de prestataire à une logique de partenaire. Mais peut-être avant de parler de ça, ce qui est aussi intéressant quand on passe d'une logique d'assurance à une logique de manager des risques, c'est changer le business model qui est sur l'assurance, c'est une approche sur le volume. Hein, on retrouve un peu les logiques, on va retrouver les logiques de l'économie de la fonctionnalité sur cette bascule-là, c'est que dans une logique d'assurance, plus je place du contrat d'assurance, mieux je me porte. Alors que quand je suis dans une logique de management des risques, ce n'est pas la quantité de services qui va être intéressante, c'est est-ce que les services de maîtrise des risques, les solutions qu'on propose, ont un impact ou pas. Ça change complètement la donne. Ça peut être des solutions pour piloter le risque, c'est-à-dire visualiser les situations, analyser les données. Ça peut être des solutions de prévention en amont, tout faire pour qu'on détecte très tôt les situations compliquées et trouver les meilleurs remèdes. Voilà, on change de logique, d'une logique de volume à une logique beaucoup plus qualitative. Effectivement, à passer de la logique de volume à la logique de valeur, c'est un des C'est éléments ça. clés de la trajectoire. Et donc, cette offre que vous avez, en tous les cas, une fois qu'on s'est dit qu'on voulait passer sur ce métier, il a fallu penser, concevoir une offre de service. Ouais. Comment elle a été conçue, l'offre? Est-ce qu'elle a été conçue dans un bureau avec quelques têtes pensantes? Est-ce qu'elle a été… voilà. Comment vous l'avez imaginée et comment vous l'avez aujourd'hui, puisque c'est une offre qui est aujourd'hui proposée à vos clients? Alors d'abord, on est parti en gros de grands principes de logique, c'est-à-dire que si on est manager des risques, on ne va pas tout faire. Et donc, la règle, c'était de se dire, OK, on va être dans une approche de complémentarité des ressources du client. On ne voulait surtout pas être dans une approche de prestataire. Avant même de savoir qu'est-ce qu'on allait y mettre, j'entends. C'était de dire, si on est partenaire, ça veut dire que je ne viens pas dire à une collectivité, je sais mieux faire que vous, ce type de métier-là. Non, vous avez des compétences en interne, mais vous n'avez peut-être pas toutes les compétences pour pouvoir maîtriser le risque. Quelles sont les compétences qui seraient intéressantes qu'on amène et qu'on travaille ensemble à la production de cette maîtrise du risque. Donc, ce n'est pas dans une logique de
voilà, je passe à un marché et puis vous vous occupez du sujet et puis vous me rendez compte. Non, c'est on va faire avec. Donc, complémentarité des ressources du client. Et puis, l'autre élément qu'on s'était donné en réflexion amont, c'était de dire il y a de nombreuses collectivités aussi qui décident de ne pas s'assurer sur le risque que j'évoquais, en considérant qu'elles ont un volume de personnel qui est tel que l'aléa d'une année à l'autre est à peu près le même, et donc je vais le budgéter et je ne vais pas transférer le risque financier à un assureur. Et le constat que moi qui arrivais pas du tout de la partie assurance, c'est de me rendre compte que ces collectivités-là, en fait, étaient leurs propres assureurs. Et quand on découvre le monde d'assurance, on apprend que oui, il y a des assureurs, mais il y a des réassureurs. Il y a des gens qui assurent les assureurs. Il ne faut pas que les assureurs soient en difficulté. Et on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est d'outiller une collectivité comme un assureur, puisqu'elle se considère être elle-même assureur de son propre risque pour certaines activités, mais par contre, elle n'est pas équipée en ressources. Elle n'a pas de prospective sur l'évolution de ses coûts. Comment ça va se passer dans les 4, 5, 6 ans à venir? Et ne sachant pas dans quelle direction, avec quelle intensité les dépenses allaient évoluer, c'est plus compliqué de mettre en place une stratégie qui est de long terme. Donc, c'est un petit peu les éléments de départ. Et alors, pour répondre à ta question, alors on n'a pas réfléchi longtemps juste entre nous parce qu'on ne serait pas arrivé à grand-chose. Quand on a eu ces éléments-là que je viens d'exposer, la complémentarité, la capacité à se projeter sur 5-6 ans pour définir une stratégie moyen terme, on est très, très vite allé échanger avec des collectivités, avec des directeurs généraux des services, des DRH, des directions générales adjointes, différentes collectivités. On avait aussi pris le parti de ne pas rencontrer des gens qui nous connaissaient, pour pas qu'il y ait de biais sur l'interprétation qu'ils avaient de nous et puis qui nous rangent déjà dans une case. Reliance, c'est des assureurs, ils viennent me voir pour de l'assurance, alors que ce n'était pas du tout le sujet. Donc, on a fait jouer notre réseau pour essayer de rencontrer des gens qui voulaient bien passer un peu du temps avec nous, mais qui ne nous connaissaient pas. Et ces gens-là, on leur a dit, mais et si votre collectivité avait la possibilité on est allé tester en fait la valeur, c'est-à-dire si on avait une réponse dans ce champ-là de prestations, est-ce que ça vous apporterait quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça vous apporterait? Donc, on a eu une dizaine, un petit peu moins de 8-10 rendez-vous comme ça avec ce type d'interlocuteurs pour essayer de venir tester ces éléments de valeur. Forcément, à chaque entretien, nos éléments d'offre commençaient à apparaître. Et on a tout de suite, je dirais presque le 2e ou 3e rendez-vous, on a commencé à demander quelle est la valeur économique perçue d'une telle approche. En gros, vous seriez prêt à mettre quel montant pour une prestation qui amènerait ces éléments de valeur, alors qu'à ce moment-là, on ne savait même pas quels étaient les services qui allaient être proposés, comment ça allait se faire. On n'était pas du tout dans le comment, ce n'était pas le sujet. Mais simplement sur les éléments de perception de valeur. Donc, on a eu un peu, vous imaginez, un tir plus ou moins haut à des moments. Ça représenterait tant de dizaines de milliers d'euros. On se situait dans une fourchette. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ça veut dire que si on est capable d'amener des services pour apporter cette valeur-là, cette valeur d'usage, il faut qu'on soit dans cette tranche de tarification. Et donc, on a essayé après de monter nos services sur la base de la tarification qui avait été évoquée par nos interlocuteurs dans la présentation de la valeur d'usage qu'on proposait. J'espère que je suis assez clair. On verra tout à l'heure si effectivement dans le chat, il y a des questions. Alors, pour nous, c'est clair parce qu'on l'a déjà entendu. Mais du coup, ça veut dire que tu es allé voir des prospects, enfin, des potentiels clients pour le groupe, sans rien avoir à leur vendre. Ah oui, c'était le deal de départ de l'entretien. C'était, je ne suis pas là pour vous vendre. Et
voilà, on est dans une phase d'innovation, de construction, de réflexion. Merci de passer du temps avec vous. Mais, alors, bien entendu, on avait un temps où on allait aussi questionner les enjeux. Donc, ça intéressait aussi nos interlocuteurs de voir comment des acteurs extérieurs pouvaient lire les grands enjeux qui sont celles des collectivités à un instant T. Donc, voilà, on avait ces phases d'échange, sachant bien entendu que notre réponse, elle doit aussi, bien entendu, répondre aux enjeux du moment d'une collectivité. Voilà, donc, non, on est allé on n'avait rien à leur vendre, et encore une fois, on n'avait même pas de modalité d'intervention imaginée à ce moment-là. Et donc, dans cette démarche qu'on aurait pu imaginer commerciale, aujourd'hui, comment ça a été perçu par vos interlocuteurs? Comment ça a été Mais perçu aussi en ouais, interne par des gens qui d'habitude avaient l'habitude de venir en disant j'ai une ouais, offre, un catalogue, des solutions. ouais, bah, à la fois au niveau des interlocuteurs, je ne dirais pas des clients, puisque ce n'était pas du tout des clients, et qu'on n'avait rien à leur vendre, nos interlocuteurs, nous, on a été très agréablement surpris parce qu'on se disait, bon, on va aller les questionner, ils prennent du temps finalement, c'est pour nous. Mais ce dont on s'est vite rendu compte, c'est que nos interlocuteurs se disaient aussi que ça pouvait être pour eux à terme. C'est-à-dire, si on leur amenait des éléments de réponse à leurs propres problématiques, ben, ils pouvaient eux aussi passer du temps à essayer de réfléchir à la construction d'une réponse. Et puis, en interne, ça a commencé un peu à bousculer parce que il y avait déjà une trajectoire de transformation, bien entendu, qui avait été initiée, mais quand on est assureur et qu'on met un produit sur le marché, vous imaginez bien, vu les sommes en jeu, que c'est du béton armé. On n'est pas en train de faire du design de service. Hein. C'est calculé, recalculé. Je ne sais pas si on dit ce qu'il y a au-delà de ceinture bretelle, mais c'est vraiment conséquent parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, quand on passe d'assureur à manager des risques, on change aussi complètement la logique de construction d'une solution. Alors, là où je dis qu'il y avait déjà eu des changements, c'est que sur des solutions de prévention et de pilotage, il commençait à y avoir des échanges avec des possibles clients, mais on était dans un moment de rencontre avec des clients quand l'offre était pensée, était faite, et de dire est-ce que ça va, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Et donc là, comme nous, on remontait à un cran encore avant en disant ben, je ne sais même pas quelle forme ça peut prendre, mais voilà la valeur qu'on voudrait amener. Là, ça a un tout petit peu bousculé, mais ça a bousculé positivement. Il n'y a pas eu du tout de blocage. Au contraire, c'était ah oui, on peut encore remonter d'un cran dans notre transformation, construction de solutions. Donc, dans nos étapes de design thinking, là, on est vraiment dans la phase d'exploration, hein, Ouais. plutôt que dans la phase de test où on va tester Ouais. sur un prototype. Là, vous étiez vraiment dans une phase d'exploration et de compréhension des usages. Et donc, une fois que cette offre, ce service commence à avoir des briques, le Lego commence à s'associer, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Vous arrivez à le vendre? Qu'est-ce que ça, Alors, on va ouais. dire, comment ça s'appelle, le déploiement de l'offre, comment ça se passe? Ben, en interne, forcément, on est dans une entreprise qui a une activité installée d'assurance, de courtier en assurance. On est très, très processé. J'en dis souvent dans nos activités, là, c'est vraiment c'est très, très calé. Chacun sait exactement ce qu'il fait. Et donc, quand on vient amener une nouvelle activité, il faut arriver à se glisser un peu dans les interstices de fonctionnement pour prouver que cette nouvelle approche peut avoir du sens. Donc, je savais dès le départ en arrivant chez Reliance qu'il faudrait que je joue de ces interstices pour, à la fois j'ai une commande, mais en même temps, ben, il y a un cœur d'activité à un instant T et il faut arriver à avancer. Donc, c'est plutôt la stratégie des petits pas. Et alors, on s'est fait aider. Alors, on a choisi pour se faire aider une société, je pense que tout le monde connaît, qui s'appelle Necoe, qui nous a été très, très utile justement pour diffuser cette culture au sein de l'entreprise, parce qu'on a fait des ateliers où on a essayé de mobiliser les différentes parties prenantes au sein de l'entreprise qui allaient à un moment ou un autre être mobilisées dans la production des services qui allaient amener cette valeur. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné.
on avait un point d'appui quand même, c'est le fait qu'on est entreprise à mission. Et donc, l'idée de bien travailler avec nos clients pour être à leur côté, construire un monde de confiance, voilà, tous les éléments de langage, c'était un point important. Il y a un autre élément, c'est le fait qu'on a un soutien de notre direction forte pour avancer dans cette direction-là. Et puis, par contre, il y a un élément peut-être important à souligner, c'est que les démarches ont été engagées il y a bientôt maintenant 2 ans, ça fait 1 an et demi qu'on est sur ce sujet-là. On n'a jamais parlé de FC. Et c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on utilise les éléments de l'économie de la fonctionnalité, mais c'est vrai que le vocable, par rapport à la culture de l'entreprise, c'est apparu comme un peu abscon, comme Jargonneux, un peu. vocabulaire, etc. Et donc, on a fait beaucoup plus entre pratico-pratique. On a utilisé les outils, la logique d'action, mais pas forcément l'emballage théorique qu'il y a avec l'EFC. Et vous parliez aussi beaucoup d'intensité d'usage et de partage de la valeur. Alors, oui, alors voilà, donc ça on a essayé d'être le plus possible sur ce registre-là. Si on est manager des risques, quand on parle d'intensité d'usage, c'est aussi je vous amène une solution, elle amène quoi? C'est quoi l'impact? Ça produit quoi? C'est pas juste, on n'est plus dans une obligation de moyens, on est dans une obligation de résultat. Moi, je fais souvent, même si le parallèle est volontairement caricatural, mais ça permet des fois de bien voir les choses, je fais le parallèle avec le risque nucléaire. Sur le risque nucléaire, il y a quelqu'un qui vient et qui dit si je vous change, je sais pas, la cuve, le couvercle d'une cuve, je ne connais rien, mais bon, le couvercle d'une cuve, vous allez repousser la fin de la centrale de X années. Et donc, la personne sait, ça repousse le risque de X années par rapport à un investissement de X millions. Sur nos activités de management des risques, il faut qu'on arrive à une situation où on dit, vous mettez ça en place, voilà ce que vous gagnez. Et donc, d'arriver à faire ça, c'est d'essayer de mesurer l'impact de l'usage d'un service. Et ça, c'est un exercice qui est très compliqué quand on est sur la matière humaine, mais ce n'est pas parce qu'il est compliqué qu'il ne faut pas qu'on le fasse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, sur la partie valeur d'usage, partage de la valeur, pardon. Partage de la valeur, ça, c'est un élément qui est ressorti aussi assez vite. Comme on est partenaire et qu'on fait en complémentarité des ressources du client, on a décidé dans notre offre qu'on allait, avec le client, se fixer un objectif de maîtrise du risque. C'est-à-dire que comme on fait avec le client, si celui-ci ne met pas les moyens suffisants, ou met les moyens à une certaine hauteur, eh bien on pourra atteindre un certain niveau de maîtrise. S'il met une intensité 2 fois supérieure pour agir, en prévention de l'usure professionnelle d'un côté, en prévention des accidents de l'autre, de la prévention de tous les troubles liés à la santé mentale, etc. Là, on va avoir un niveau de maîtrise plus fort avec lui. Et donc, l'usage, comment je dirais, la valeur qu'on va amener, elle va dépendre aussi du client. Et on se met d'accord ensemble sur la trajectoire. Par contre, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la trajectoire, on va suivre tous les ans régulièrement cette trajectoire et mesurer si, ensemble, on atteint l'objectif. Et ça, c'est aussi un point de difficulté dans la commercialisation de notre offre, c'est que régulièrement, et c'est logique, hein, c'est la pratique habituelle, une collectivité, elle cherche un prestataire pour faire quelque chose, pas pour faire avec. Donc, on a nécessité d'essayer de bien expliciter ça. La question de remettre le client au travail sur ce sujet-là, puisqu'il avait plutôt l'habitude de détacher la responsabilité à d'autres. Oui. Et donc, comment vous les arrivez, à la fois à les projeter et à leur donner cette intention de les remettre au travail? Alors, Dire je paye quelqu'un pour me faire bosser, c'est quand même un peu culotté, quoi. Oui, alors, ce n'est pas pour me faire travailler, puisqu'ils agissent, ils font énormément de choses qui fonctionnent, etc. Nous, ce qu'on va amener, c'est la mesure de l'impact
de ce qui est fait et la meilleure allocation des travaux à conduire. Bon, je ne rentrerai peut-être pas, là, on n'aura pas le temps de rentrer dans la mécanique de ce qu'on produit, mais en gros, on fait une projection sur 6 ans de l'évolution de tous les arrêts, de toute la situation d'une collectivité. On peut savoir combien ça va coûter en plus, à quel endroit dans la collectivité, à quel moment dans les années qui viennent ça va vraiment augmenter. Et en fonction de cette projection, on va définir une stratégie moyen terme. On va dire peut-être que sur la direction petite enfance, on se rend compte que c'est dès l'année prochaine qu'on va avoir des difficultés importantes. Donc, on est plutôt dans des actions d'accompagnement des gens plutôt que de prévention très en amont. Et à l'inverse, au niveau d'un service espace vert, on se rend compte qu'on est dans un niveau acceptable, mais c'est plutôt dans 3-4 ans que ça va s'envoler au vu de la pyramide des âges, la transformation des risques, etc. Alors, sur les espaces verts, c'est plutôt des actions de prévention amont qu'on peut mettre en place parce qu'elles ont le temps de porter leurs fruits. Donc, ces grands cadres qu'on travaille avec la collectivité, après, bien entendu, toutes les actions qui sont portées par la collectivité sont embarquées dans la stratégie d'action qu'on va définir avec la collectivité. Et c'est d'ailleurs pas que la collectivité, ça peut être des partenaires, des prestataires qui sont déjà en train d'intervenir. S'il y a un plan de formation des managers dans la collectivité sur 3 ans, bien entendu, ça fera partie des actions qui seront prises en compte pour venir maîtriser le risque. Mais on travaillera avec la collectivité pour bien s'assurer que ça répond à tel enjeu et que c'est peut-être à tel endroit de la collectivité qu'il faut commencer à agir plutôt qu'à tel autre s'il y a besoin d'étaler ces formations sur une durée conséquente. Donc, c'est ce travail avec et pas en substitution de. Et ça, aujourd'hui, comment c'est perçu chez vos clients? Alors, je sais que vous avez fait une expérimentation dans une collectivité. Aujourd'hui, cette question de, alors je reviens dessus, parce que c'est dans les trajectoires un élément important, de remettre au travail le client, de partager, d'être embarqué dans les objectifs communs et de le faire en fonction de l'investissement possible aussi chez le client. Comment c'est vécu? Comment vous le présentez? Comment c'est reçu? Il y a une question sur comment est mesurée la valeur et l'impact. Et comment, du coup, est mesurée la valeur et l'impact Alors, comment est mesurée comment est mesurée la valeur pour rester sur la partie un peu du comment je disais qu'on va définir des objectifs de maîtrise selon différents scénarios avec la collectivité. On va dire, est-ce que vous continuez à vous remplacer 1 sur 2 ou 1 sur 1? Quelle va être la proportion d'hommes de femmes? Quelle va être la moyenne d'âge des personnes que vous allez recruter? Est-ce qu'on reste sur les trajectoires passées ou est-ce qu'il va y avoir des évolutions à ce niveau-là sur différents critères? Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs scénarios d'évolution. Avec la collectivité, on va se mettre d'accord sur un scénario qui va nous servir d'étalon de mesure. Et tous les ans, on va rejouer ce scénario et on va voir si la trajectoire qui était prévue comme ça, elle est finalement comme ça. Alors, vous avez vu, je n'ai pas dit comme ça. J'ai dit si elle était prévue comme ça, qu'elle soit comme ça. Et donc, l'écart de mesure va nous donner l'impact de l'ensemble des actions. On n'est bien entendu pas capable de venir dire c'est telle action à tel endroit qui a produit tel élément. Ce serait présomptueux de notre part. Mais par contre, c'est l'ensemble des actions qui sont conduites au cours d'une année par la collectivité et par les solutions de pilotage qu'on met en œuvre, les solutions d'accompagnement à l'interprétation et à la priorisation, qui nous permettent de dire on a gagné X points par rapport à la trajectoire de départ. Donc, voilà la valeur d'usage de notre accompagnement. Donc, ça, c'est comment on mesure. Et pour ceux que ça intéresse, on utilise un marché public particulier qui s'appelle c'est un accord cadre de 4 ans, enfin 3+1, mais on utilise le marché public global de performance. Le marché public global de performance est utilisé dans l'éclairage public, par exemple. Une collectivité va chercher un prestataire pour son éclairage et va dire aussi dans le marché, si vous faites 8% d'économie d'énergie, vous aurez un bonus. Si vous n'atteignez pas ces 8% d'économie, vous avez un malus. On le trouve dans le chauffage urbain, dans différentes solutions. Alors là, on vient d'essayer de le mettre dans ce type de sujet. Ça nous oblige donc à définir un engagement de performance et tous les ans à le mesurer avec des indicateurs. Et cette mesure d'indicateurs, on le fait avec les calculs réguliers que l'on réalise tous les ans.
Donc, c'est un mode de contractualisation qui est aussi nouveau Oui, auprès des RH. C'est-à-dire qu'on l'avait avant sur la partie équipement matériel, oui, mais complètement. aujourd'hui, chez les RH, de se dire on s'engage sur la performance, sur la ressource immatérielle qui est les humains, sur lesquels c'est quand même assez Oui. immaîtrisable, enfin, a priori, de se dire finalement, nous, on travaille avec vous parce qu'on pense qu'on a la Oui, capacité ensemble oui, d'atteindre une performance. exactement. Euh, Céline, tu m'évoquais une autre question. Oui, par rapport au premier retour d'expérience qu'on a, Exactement. ouais, on a travaillé donc avec un conseil départemental euh, et on lui a demandé, bien entendu, un peu on arrive là vraiment à la toute fin. Il nous reste un dernier webinaire à faire avec eux, avec l'ensemble des managers pour les aider à diffuser un petit peu tout ça. Mais les trois mots, on leur a demandé notamment les trois mots-clés qui pouvaient résumer notre intervention. Et donc, on a interviewé la DGA Ressources qui nous a dit, on était très contents parce que c'était rigueur, sur mesure et pédagogie. Et alors, rigueur sur mesure, on peut dire que si on n'est pas très rigoureux sur ce type d'activité, on n'a même pas vraiment le droit d'exister. Sur la sur-mesure, ça paraissait être le minimum, mais ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'était le mot pédagogie. Parce que dans une démarche où il y a pas mal d'éléments innovants entre le marché public, on vient d'en parler, le mode de mesure de la performance, le fait d'être avec eux, de leur parler de projection, de calculs financiers sur plusieurs années sur de la matière RH, etc. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'éléments nouveaux et d'arriver à faire passer l'ensemble de ces messages et qu'on nous dise qu'il y avait un élément de pédagogie qui ressortait fortement, c'est le terme qui nous a fait le plus plaisir. Ça a valorisé les équipes, tu disais, sur leur capacité à se transformer et à changer les lignes d'un métier plutôt lié à l'assurance. Et oui, On a toujours la question de la pédagogie. exactement. Et puis, ça nous a aussi, alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il ne faut pas penser qu'une fois qu'on a fait tous nos cycles d'entretien au tout début, on ne savait pas trop comment on allait faire, qu'une fois qu'on a su, on faisait, notre offre, elle n'arrête pas de changer, de s'enrichir. On a des éléments de valeur qui ont été définis un peu au début. Et puis, de nos rencontres, des réalisations, on se rend compte qu'il y a des nouveaux usages qui apparaissent auxquels nous n'avions absolument pas pensé. Je vous donne un exemple. On fait donc des projections sur plusieurs années. Nous, on pensait que ce qui allait vraiment être intéressant, c'était ce qui allait se passer dans 2, 3, 4, 5 ans pour vraiment cibler les actions de prévention à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Et il y a un DRH qui nous dit, non mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'année N+1. Ça m'intéresse ça aussi parce que si vous me dites que, par exemple, à la direction petite enfance, l'année prochaine, je vais avoir un nombre de départs, un nombre d'arrêts, pardon, plus important que les années passées, et qu'en même temps, moi, dans ma GPEC, j'anticipe que je vais avoir des départs, alors il faut que j'anticipe doublement les recrutements sur cette direction-là. Alors, on n'avait absolument pas, nous, imaginé que ça pouvait être un type d'usage. Vous voyez, c'est un exemple, mais il nous en apparaît régulièrement. Et donc, on parle, nous, après, de version de notre offre. On l'a fait évoluer pour dire, voilà, il y a un nouvel usage de l'offre. Dans nos sujets alors, on va prendre les questions. Ouais. Dans nos sujets de trajectoire, on parle du coup d'externalité générée, de nouveaux effets utiles. Alors, avant qu'on continue, effectivement, il y a plusieurs questions. Du coup, qui va faire aussi écho à ce que tu disais tout à l'heure. Quelles interactions avec les institutions de type CPAM, ARS, URSSAF est-ce qu'ils bénéficient également de votre intervention? Alors, pour l'instant, non, ils ne bénéficient pas de notre intervention. Je dirais qu'à date, on s'est concentré sur les collectivités locales. Mais ce sont des structures auprès desquelles on serait aussi, je pense, en capacité d'intervenir une fois que on aura assuré notre montée en régime, parce que je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est comment aussi on passe d'un modèle où je le fais une fois, 2 fois, à un modèle où je le fais 5 à 10 fois par an. Et ça, en interne, c'est aussi des éléments de transformation qui nous questionnent. On l'évoquera tout à l'heure parce qu'il y a une question aussi sur Ouais. l'interne. Est-ce que la planification par les scénarios vous a permis de mettre en avant et de financer des actions nouvelles comme des prestations de services sociaux du travail, soutien des aidants par exemple, prévention, santé mentale?
Alors, si Philippe-Pierre Gilles veut préciser sa question, si elle n'est pas… Ça nous a permis de mettre en avant et de… Oui, Oui. bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous voulez que je précise ou si c'est… Allez-y, allez-y. J'ai fait votre voix, mais… Oui, alors, Pierre-Gilles Point a dit Nouvelle-Aquitaine. Donc, je travaille pour certaines entreprises comme ça que j'essaie de sensibiliser à l'EFC. Notamment, il y en a une, c'est une association qui propose un service social du travail, notamment sur des collectivités ou des structures, des établissements de santé. Et dans leurs actions, on pourrait se réfléchir en disant finalement, ce que vous faites, ça vous permettrait de réduire les primes d'assurance de vos clients parce qu'on va faire de la prévention santé mentale. Donc, est-ce que vous arrivez à faire le lien, à planifier grâce à, ou intégrer dans vos scénarios le financement ou en disant, si on finance ça, on vous fait une réduction de prime ou une autre modalité de fonctionnement? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, non, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ce qu'on arrive à montrer, c'est à travers les gains, la mesure d'impact, déjà ce qu'on arrive à prouver, c'est à quoi sert la prévention. À quoi sert un budget de prévention? Parce qu'on a souvent un discours pour dire mais c'est à fond perdu, de toute façon qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, les situations se dégradent, donc pourquoi on continuerait à mettre de l'argent sur la prévention, ce qui est assez terrible entre nous. Donc on arrive à avoir un élément auprès des élus pour pousser sur le fait d'investir dans la prévention. Voilà à quoi ça sert, on arrive à le mesurer. Ensuite, comme nous, on n'a pas vocation à porter la mise en œuvre, les actions, on peut avoir comme production de nos interventions la mise en évidence que le sujet santé mentale est un sujet central. Et là, soit la collectivité, elle a déjà des réponses et donc on va travailler avec elle pour identifier quelle est la meilleure modalité d'intervention, soit nous, on peut lui proposer des partenaires, d'autres entreprises, parce qu'on est aussi au courant de pas mal d'activités qui peuvent se faire sur ce champ-là. Mais à date, on ne fait pas encore le lien entre une action et la réduction de la prime. Aujourd'hui, entre nous, vu qu'avec le vieillissement de la population, avec le report probable de l'âge du départ à la retraite, ce qui va se passer, ce n'est pas une réduction, c'est déjà si on arrive à ne pas augmenter les primes d'assurance, ce sera déjà une victoire. Et donc, c'est plutôt, on le présente plutôt comme des éléments de maîtrise pour éviter une dérive haussière des primes d'assurance. Mais pas de D'accord. baisse. Et je vous remercie. Et pour compléter, est-ce que vous seriez prêt à échanger avec de telles structures pour les aider à construire leur offre et voir quels impacts aussi elles font sur les assureurs? Et j'ai une autre structure aussi qui propose des aides techniques pour le maintien à domicile des personnes âgées, donc soulager finalement les aidants. Ils sont complètement dans le FC, eux déjà, beaucoup bien avancés. Et du coup, sur leur mode de financement, ils sont en train aussi de mieux cerner comment financer leurs actions. Et ils seraient intéressés pour discuter avec des assureurs, avec des mutuelles. Bien sûr, à travers Necoe, là, on peut échanger nos coordonnées, il n'y a pas de Super, souci. merci On peut beaucoup. prendre un petit temps pour échanger avec vous parce que c'est un sujet, vous venez parler des aidants, c'est Oui, un gros sujet qui va être de plus en plus présent. Ouais. super, merci beaucoup. Merci Pierre-Gilles. Alors, j'ai d'autres questions dans le chat, mais du coup, je vois que tu évoques la question de la transformation. Alors, il y a deux sujets qu'on avait évoqués ensemble qui me semblent aussi intéressants. C'est la question de l'ouverture des parties prenantes, c'est-à-dire que par rapport à vos interlocuteurs habituels dans l'assurance, vous avez élargi les interlocuteurs et du coup, toujours cette question d'externalité identifie d'autres gisements de valeur. Puis après, on parlera finalement en interne, ces interstices, comment tu arrives à les faire bouger et est-ce qu'elles prennent de plus en plus de place dans un marché d'assurance prédominant chez Reliance? Alors, sur les parties prenantes, c'est notre point de difficulté principal en termes de vente. Quand on est assureur, un contrat d'assurance, c'est un sujet de gestion. Hein, c'est je budgète. Mes interlocuteurs, c'est des gestionnaires. Si je passe en management des risques, et surtout sur les sujets RH, je suis vraiment sur des politiques RH. C'est une vision RH d'une collectivité. On n'est pas du tout sur le même registre. Et donc, nos interlocuteurs vont plutôt être DRH, DGA ressources, voire DGS. C'est pas le même étage. Et donc, notre première difficulté, c'est que comme on est en plus leader sur notre marché, dès qu'on dit Reliance Exofaxis, les gens disent « Ah ben non, mais ça, c'est des assureurs, j'ai pas besoin d'assurance ou c'est bon, je suis équipé. » Et donc, ils veulent
On a du mal à passer cette barrière. Une fois qu'on a passé cette barrière, là, dans les parties prenantes, les personnes comprennent la pertinence, l'intérêt de l'approche la plupart du temps. Et puis, après, ça, c'est plus un élément de conviction et on va dire presque que ça nous fait sélectionner nos propres clients. On sélectionne un peu nos clients. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'ils soient en accord avec l'approche que je viens de vous évoquer. Mais en même temps, on est aussi assez convaincu que pour pouvoir agir sur ce champ RH, on ne va pas pouvoir se passer de certaines parties prenantes parce que qu'il serait pas, parce que ça ne serait pas dans la logique de la collectivité. Et je pense principalement aux organisations syndicales. On est vraiment, nous, convaincus que les organisations syndicales sont un levier d'action fort sur lequel il faut pouvoir agir. Et donc, typiquement, dans nos solutions, on propose des outils de pilotage des tableaux de bord qui sont autant pour la direction générale que pour les organisations syndicales. Pour qu'au moins, quand ils ont un dialogue, ils ne passent pas la moitié du temps à s'écharper sur les chiffres, mais qu'ils passent tout de suite aux solutions. On pense que tout le monde, ça sera bénéfique pour tout le monde. Et nous, par rapport à l'engagement qu'on prend, si on fait perdre du temps à tout le monde parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les chiffres, ça ne sert vraiment à rien. Alors que si ils convergent déjà et qu'ensemble, on peut travailler des solutions de plans d'action, c'est-à-dire les plans d'action, pourquoi je vais mettre telle action sur la petite enfance, comme je disais tout à l'heure, ou sur les espaces verts, pourquoi à tel moment telle action, et que ça soit aussi porté par les organisations syndicales au plus près des agents, tout le monde sera content. Donc voilà, ça nous a aussi ouvert à des acteurs comme les organisations syndicales, alors que quand on était sur de la logique de contrat d'assurance, c'est des acteurs qu'on ne rencontrait absolument pas. Donc, avec aussi très marginal. Enfin, des nouveaux gisements de valeur auprès de ces acteurs-là sur les effets utiles que produit votre offre. Oui. Et donc, ça nous amène à imaginer aussi des éléments d'offres particulières pour qu'on soit impactant. Ça veut dire que si on veut mettre les OS dedans, on avait pensé, dans notre offre, par exemple, il y a une formation à l'interprétation des données qu'on propose aux collectivités avec lesquelles on travaille, pour qu'au moins on parle la même langue, qu'on comprenne les mêmes chiffres quand il y a une situation. On va la proposer aussi maintenant aux OS. Il n'y a pas de raison pour qu'on soit tous à bien comprendre ce qui est en train de se passer et qu'on passe à l'étape de quelles sont les priorités à donner. Très bien. Merci pour cette précision sur la partie prenante. Et donc, nos fameuses interstices, de se dire aujourd'hui, alors ça répond, pour aborder la question de comment accompagnez-vous le changement de posture à la fois en interne et puis ce passage de vendre l'intérêt d'une logique de volume à une logique de service en coopération avec le client en interne. En interne, je pourrais dire que le meilleur indicateur qui nous permettrait de dire qu'on a réussi à bien avancer, ce serait de ne plus être dans les interstices. Aujourd'hui, on se glisse. Quand je dis dans les interstices, c'est que typiquement, je vais donner un exemple concret, on a une direction de l'actuariat, une direction qui fait des calculs pour les contrats d'assurance pour dire voilà les données passées d'une collectivité, si je regarde dans le futur, voilà ce que ça va représenter et donc voilà le montant de prime qu'il faut demander. Ça, c'est le travail habituel d'une direction technique actuariat dans une compagnie. Nous, on la sollicite pour faire ce travail-là, mais beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé, pas à grosse maille, mais vraiment à la direction, petite enfance, espace vert, etc., dans mon exemple. Mais ça va lui prendre beaucoup de temps. Et ça, c'est en plus de tout ce qu'elle fait pour les contrats en cours. Et donc, c'est là où je dis qu'on vient se mettre dans les interstices. Le défi, maintenant, c'est de sortir de ces interstices pour faire une vraie ligne de… Je vais peut-être employer un gros mot dans l'environnement EFC, mais c'est de construire une ligne de production de ce service-là qui soit en parallèle des activités d'assurance, qu'on soit vraiment complètement installé et qu'on n'ait pas à attendre un petit trou dans le planning pour que les travaux soient faits. Donc ça, c'est un vrai défi. On va y travailler. On va d'ailleurs y travailler avec Nicoé cette année pour faire passer, pour essayer de trouver les bons ressorts. Et puis, après, en interne, c'est clair, c'est que on a essayé un peu de se simplifier la vie, c'est-à-dire qu'on prend appui sur ceux qui ont déjà envie de sortir des sentiers battus. On ne va pas aller chercher des gens qui sont un peu réfractaires au changement, plutôt des gens qui ont vraiment envie. Par contre, on a essayé de les prendre dans l'ensemble des services et des directions de l'entreprise.
même si certains pouvaient être un peu éloignés, mais au moins qu'ils n'en deviennent pas des opposants. S'ils ne deviennent pas des ambassadeurs, ce n'est pas grave, mais au moins qu'ils ne soient pas des opposants. Donc, on a essayé de faire large. Et puis, on a une communication avec la direction générale du groupe vraiment régulière, à la fois parce que c'est le premier élément de transformation d'une volonté du groupe, et puis c'est bien entendu pour conserver son soutien fort, notamment dans cette phase d'interstice à la ligne de production, si je peux dire. Aujourd'hui, la direction, elle compte combien de personnes la direction Générale? Non, ta direction. Ah, pardon. Et les gens que tu es allé chercher, est-ce que tu es allé les chercher individuellement dans un bureau en disant tiens, toi, ou est-ce que tu as fait un appel sur le réseau social de l'entreprise Non, c'est des personnes qu'on connaissait de par nos activités dans l'entreprise. Donc, dans la direction, on est 7. Mais ces 7, on n'est que sur l'activité commerciale et ce qu'on appelle l'expertise marché, la connaissance du marché. Après, il y a, sur la partie territoriale, il y a 400 personnes, donc il y en a un peu de répartis sur différents sites. Et là, on a vraiment pris, au niveau de la gestion, on a pris des gens qui étaient à avoir tout le temps des idées régulièrement. Voilà, on est allé piocher des gens qui aimaient bien défricher pour que ça puisse avancer et essayer d'embarquer entre guillemets le plus largement possible. Mais encore une fois, vous voyez, c'est pas, enfin, on ne passe pas du point A au point B comme ça, on fait vraiment la stratégie des petits pas et on fait une preuve, on a un élément, et puis en plus, nous, ça nous permet d'apprendre, hein, on va quand même être… voilà, c'est en faisant qu'on enrichit aussi notre offre, donc et j'espère bien qu'on aura encore d'autres éléments. On est encore en train de travailler sur un format d'assurance particulier en tant que manager des risques, où il y aurait, on est en train de réfléchir à ça, hein, où il y aurait une rétrocession, ça répond un petit peu aussi à la question de tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est en chantier, de dire, je vous manage votre risque, habituellement, ça vous coûte 3 millions par an d'avoir un contrat. Peut-être qu'une solution, c'est vous assurer au cas où ça dépasse les 3 millions, et donc vous ne vous assurez pas pour en dessous, nous on va vous aider à maîtriser les risques, vous vous assurez en cas de dépassement, ça c'est un peu de la réassurance d'ailleurs. Et si on maîtrise bien le risque et donc qu'on ne dépasse pas, vous pourriez nous dire « Ah ben on maîtrise et moi j'ai fait une assurance à fond perdu ». Eh bien on est en train de voir comment on pourrait renvoyer de la valeur au client sous une forme ou sous une autre, soit monétaire, soit d'accompagnement, soit de prestation ou autre, si la maîtrise du risque a été effective. Principe du partage de la valeur. Exactement. Donc ça, c'est des éléments en chantier pour une V3 de notre offre. Et c'est des éléments, là, on est sur de l'assurance, la partie assurance. Et donc là, il faut que ça soit, comme je disais tout à l'heure, Béton armé. Béton armé. Donc ça va prendre quand même un petit peu de temps avant qu'on arrive à sortir une réponse là-dessus. Je ne suis pas en mode design de service là. Alors, une autre question aussi qui a été posée, vous auriez pu développer l'analyse de la donnée, donc puisqu'on voit bien que la place importante de la donnée, comme tu le disais au début sur la démarche, sans être et proposer des services autour de cette donnée, sans être dans une démarche EFC. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie dans un groupe dans un univers où la question de l'EFC n'est pas forcément très très présente. Donc, le point de départ, pour être très honnête, c'est pas le fait de dire je veux absolument pousser l'EFC au sein de l'entreprise. Moi, c'était plutôt de dire, je pense qu'on est sorti d'un temps où les obligations de moyens suffisent. Pour moi, c'est fini ça. Il faut vraiment que les solutions amènent des effets et des impacts. Il y a vraie valeur à utiliser le service. Et donc, même si on est sur de la prestation, même si on est sur le sujet très complexe de la matière humaine, ça ne nous dédouane pas de produire des effets positifs. Et donc, de s'engager sur un résultat, de le mesurer, de faire. Et donc, après, si on est dans cette logique-là, on ne va pas pouvoir tout faire parce que ça coûterait beaucoup trop cher à tout le monde. Et donc, il faut faire avec. Et donc, si je fais les donc, ben, j'arrive à une situation qui est celle qu'on a essayé de monter. Mais c'était cette conviction de départ, quoi. C'est sortons de la logique obligation de moyens pour passer à la logique d'obligation de résultat.
Alors, merci Alex. Il y a une autre question sur c'est finalement géré comme un projet R&D. Est-ce que ça peut être valorisé en CIR? Moi, je n'ai aucune réponse à cette question. Donc, J'en sais rien du tout. C'est vrai qu'on n'a pas du tout fait appel à des personnes. C'est des contrats de recherche. J'ai un tout petit. C'est ça, les CIR, ouais, les doctorants qui sont financés, qui sont dans l'entreprise, c'est ça? ouais, je ne sais pas du tout. On pourra. Alors, Isabelle, est-ce que tu veux. Oui, oui, non, c'était effectivement juste une réflexion que je me suis faite comme ça, parce que bon, dans la démarche que vous présentez, on voit bien que c'est pas à pas, enfin, vous défrichez, et effectivement, enfin, moi je me dis, vous êtes vraiment dans une démarche de R&D finalement, Ouais. plutôt sciences humaines et sociales aussi. Enfin, on peut se poser la question par rapport justement au vécu des personnes, la transformation des postures là, que ça implique en interne, la transformation de la culture. Bon, on n'est peut-être pas sur de la recherche technique comme souvent on le voit avec le CIR, mais alors voilà, moi je ne maîtrise pas trop la recherche dans les sciences humaines et sociales, mais je me dis, je pense que, enfin, à questionner. Là, justement, juste après, j'ai un rendez-vous avec un cabinet spécialisé en CIR. Ben, je vais lui poser la question, voir s'il a déjà des sujets comme ça qui arrivent, parce que ben, on voit bien que c'est quand même des démarches un peu longues. Vous disiez, enfin, moi, ce qui m'a fait réagir, c'est la notion d'interstice. Enfin, on voit bien que du coup, c'est mené un peu en parallèle du reste. Et des fois, il y a des projets de R&D aussi comme ça qui sont menés un peu en parallèle du reste, avec quelques ressources mobilisées, un peu, un peu motivées, mais voilà, on voit bien que c'est pas dans le quotidien de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai fait ce parallèle. Mais et en tout cas, voilà, si ça peut être valorisé en CIR, ben, ça peut être super intéressant pour vous, parce que j'imagine que le temps passé est important et il y a des sommes sans doute importantes qui sont en jeu, donc pourquoi pas faire jouer ce levier-là. Eh ben, merci pour l'idée, parce que très franchement, on n'avait pas creusé du tout cette piste-là. Bon, je vais creuser. Moi aussi. J'essaierai de faire passer l'info si, si je trouve. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a essayé de dresser un peu toutes les questions. Très bien. Eh bien, je vais passer la parole à Isabelle, sauf si Alex a d'autres choses à dire. Oui, alors les défis pour l'avenir, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure sur la question du travail sur le partage de la valeur. Est-ce qu'il y a d'autres défis depuis qu'on a échangé ensemble ou qui apparaissent aujourd'hui? Non, enfin, les défis, c'est vraiment d'étendre aussi de se questionner tout le temps sur les éléments de valeur qu'on peut amener, ce que ça soit. Quand on parle de risque, on peut le prendre sous différents angles. On peut le prendre sous l'angle du risque et de ses impacts financiers. Et donc, comment on fait quand même pour aider la collectivité à dépenser le moins possible sur ces sujets-là et à utiliser ses ressources à autre chose, hein. Et puis, bien entendu, il y a le registre qu'on appelle, nous, l'employabilité et l'attractivité de la collectivité pour trouver toutes les solutions de pilotage, de prévention pour garantir l'employabilité des agents publics dans la durée, parce que moi, je suis toujours révolté quand j'entends qu'il y a des gens qui, alors qu'on sait statistiquement, on a toutes les données, on sait qu'à 50-55 ans, les gens qui sont derrière, qui ramassent nos poubelles seront complètement cassés, on le sait, et souvent, on s'en occupe que quand ils sont cassés. Et donc, voilà, si notre objectif, c'est d'amener de la valeur pour remonter la chaîne du temps et qu'on s'occupe de ces personnes-là, par exemple, 10 ans, 15 ans avant. Un vrai sujet. Alors, je vais repasser le partage d'écran avec notre synthèse des échanges. Celui-là avant, il faut que tu fasses un refresh. Ah oui, pardon. Hop, je fais le refresh, j'arrête le partage. Et je fais le refresh du document. Zouf. Donc, j'ai la responsabilité de partager avec vous les grands éléments qui ont été échangés. Je pense, j'en ai certainement oublié, donc j'ai fait de mon mieux. Donc là, l'idée, voilà, c'est de vraiment, quels sont les grands éléments qui ont été évoqués dans cet échange que vous allez voir normalement apparaître voilà, sur l'écran. Alors, grosso modo… Alors, je vais passer le micro à Isa pour que ce soit dans le même bureau, pour que ce soit plus audible pour vous. Donc,
Il y a un élément important qui a été évoqué dès le départ, hein, c'est qu'est-ce qui a déclenché cette transformation. Et on voit là le rôle de l'information, de la data disponible qui bouleverse les métiers. Donc ça, c'était aussi un élément à retenir, hein, c'est que c'est pas quand on est devant le mur qu'il faut réagir, c'est quand on sent que ça va bouger. Que les enjeux pour un métier comme celui de Reliance, c'était vraiment concilier ces deux métiers, hein, celui historique d'assureur et celui de manager de risque, avec une approche complètement différente, puisque d'un côté, on vend plutôt du volume et que de l'autre, on va aller chercher à approcher la notion de valeur et d'impact. Ce qui est important aussi, c'est le changement de posture que ça implique, puisqu'effectivement, il n'est plus question de vendre une prestation de service sur étagère, mais de vendre une relation de service dans lequel on est dans un format de partenaire, de coopération avec le client, et où l'idée, c'est de lui faire comprendre qu'on ne va pas tout faire à sa place, on travaille en complémentarité, on va contractualiser, ça c'est les modalités que vous avez proposées justement pour opérer ce changement au travers d'un marché global de performance, et où quelque part, l'idée c'est aussi de montrer que en mesurant l'impact on va de cette approche-là, on va faciliter la nécessité d'investir en amont dans la prévention. Donc ça, c'est effectivement des éléments hyper importants qui ont été évoqués. Ensuite, qu'est-ce que ça génère d'aller dans ce métier-là de maîtrise des risques? Deux effets. Un effet chez le client, c'est-à-dire on va le remettre au travail au sens où on va travailler à ses côtés, on va faire avec. Et c'est ce que tu évoquais, dire on fixe ensemble quel est notre objectif, comment on va y arriver, qui fait quoi pour atteindre quel impact à un moment donné. Donc, c'est vraiment, ça change aussi la posture de la relation, encore une fois, hein, avec le client. Et puis, il y a aussi le changement de la logique de production interne, hein, puisque c'est plus du tout la même façon de travailler en interne. Et forcément, aller dans la maîtrise des risques, ça nécessite, j'y reviendrai après, de remettre en cause des pratiques habituelles dans l'entreprise. Ce qui a été évoqué aussi, c'est que d'entrer dans cette démarche un peu servicielle, ça permet de toucher des parties prenantes chez le client, voire dans l'écosystème qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et là, tu évoquais, habituellement, on était plutôt dans une activité de gestion financière, et là, on va toucher à des sujets RH qui vont aller jusqu'à aller toucher les représentants syndicaux, donc les acteurs du dialogue social. Et puis, en faisant ça, finalement, on va pouvoir identifier et travailler sur des nouvelles externalités, des nouvelles opportunités finalement d'augmenter la valeur, voire même de faire émerger des nouveaux usages. Donc ça, c'est important aussi, hein, c'est que finalement, comme tu dis, il y a vraiment cette notion de dynamique, il y a le point de départ, et puis au fur et à mesure, en ouvrant les parties prenantes, en ouvrant le dialogue, en commençant à expérimenter, on fait émerger plein de choses qu'on n'imaginait pas au départ. Tu veux bien changer. Et puis après, sur qu'est-ce qu'on retient de cette expérience, finalement, moi, ce que j'ai appelé plutôt la singularité dans ce que tu as évoqué, c'est le fait finalement d'aller vers des acteurs qui n'avaient pas d'historique avec vous. C'est assez singulier. Je trouve qu'on ne le retrouve pas forcément systématiquement. Alors, tu as expliqué pour quelles raisons, mais je pense que c'est pas forcément évident tout le temps d'aller voir des potentiels clients avec des gens avec lesquels on n'a jamais travaillé. Il y a aussi la posture que tu as prise, c'est je vais voir des gens avec qui je n'ai jamais travaillé et je n'ai rien à leur vendre. Ça, c'est extrêmement important, et c'est extrêmement important aussi dans le discours que tu tiens en se disant moi, j'ai rien à vendre. Donc, à partir de là, on est vraiment dans une discussion très ouverte, avec aussi l'idée que la valeur économique, hein, tu l'as évoqué, la valeur monétaire, à un moment donné, elle est arrivée au fil du temps et elle a été définie avec le client. On est d'accord sur ce qu'on va chercher à faire, quelle valeur on va générer, ce que ça va vous apporter en termes d'impact, ça vaut combien? Et ça, c'est aussi, on en parle beaucoup dans l'économie de la fonctionnalité, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est un exercice que vous avez pu vous expérimenter. Et puis, ce que je retiens aussi dans la singularité, c'est qu'à aucun moment, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération n'est évoquée en interne. Et c'est plus on fait les choses, on les fait dans cette perspective-là, avec certains de ces outils-là. Et puis finalement, les gens le découvrent par l'expérimentation sans entrer vraiment dans le cœur des concepts. Ce qui a l'air, qui quelque part sont des conditions de réussite qui fait que ça a marché, c'est vraiment cette démarche de dialogue permanent, de questionnement,
avec les utilisateurs, avec vraiment une inscription dans le temps, hein, parce que tu ne l'as pas dit, mais enfin, tu l'as un peu évoqué, mais ça a quand même pris beaucoup de temps. Ce n'est pas au bout d'un rendez-vous, c'est plusieurs rendez-vous. Il a fallu instaurer tout ce contexte-là avec le client. Il y a aussi effectivement le fait de s'appuyer sur des ressources immatérielles internes. Avec la particularité chez vous, c'est ce que tu dis, c'est d'abord on s'est glissé dans des interstices, c'est-à-dire on est allé voir des gens là où il y avait une petite porte qui s'en trouvait. Et l'idée maintenant, c'est de dire comment on en fait quelque chose de vraiment spécifique dans nos process. Et puis la notion de volontariat, des gens voilà, qui étaient volontaires et pas plutôt une notion de transversalité. Et aussi cette idée de dire, avec ces volontaires-là, dans ces interstices, il y a cette idée de leur faire découvrir une autre façon de faire, effectivement, au travers notamment de ce qu'on a pu faire sur la partie design de service. Et puis, la démarche à petits pas, tu en as beaucoup parlé. Ce que tu nous avais dit aussi dans la préparation, c'est que vous n'êtes pas dans une culture d'entreprise du test and learn. Ce pas des choses qui sont habituelles, mais par contre, d'essayer de commencer à rentrer dans des choses très réelles et d'y aller petit pas par petit pas, c'est des choses qui fonctionnent. Voilà, c'est une autre façon aussi, hein, mais on reste toujours un peu dans une expérimentation, mais avec une approche différente. Il faut quand même que ce soit suffisamment solide pour avancer. Et puis, je retiens la perception du client parce que, somme toute, c'est quand même ça qui est extrêmement important. Ce sont les 3 mots de votre client sur cette expérience-là, que sont rigueur, sur-mesure et pédagogie, avec effectivement la notion pédagogique qui est quand même très forte et pas forcément évidente au départ dans la proposition et qui fait que voilà, ça vous donne encore une fois un positionnement différent sur lequel vous pouvez vous appuyer pour de nouveaux prospects et clients. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas oublié grand-chose, hein, j'ai fait de mon mieux possible. Est-ce que tu t'y retrouves, Alex? Oui, vraiment, non, vraiment pleinement. C'est la preuve que tu as pleinement suivi la séquence. Bon, je te remercie. J'ai fait de mon mieux. Alors, tu veux que je coupe ? Petit ajustement logistique de passage de micro. Donc, on revient sur le programme des prochains voies de pionniers. Hein, donc, comme Isa le présentait tout à l'heure, on s'est associé avec d'autres territoires pour pouvoir élargir et les témoins et puis le panel d'auditeurs des voies de pionniers. Donc, ce sera pour le mois prochain, notre première sortie hors de la région centre, avec Cataba à Paris. Est-ce que l'animateur de Paris, Stéphanie, est là pour nous en dire peut-être un petit mot sur le secteur d'activité ou si Isa a des infos sur le sujet? Donc, rendez-vous le 7 avril pour le témoignage de Cataba. Vous recevrez, grâce à Colline, les informations par mail et sur les réseaux. Pour ceux qui veulent retrouver votre pionnier ou le diffuser autour de vous, vous l'avez sous 2 formats, en format YouTube en vidéo et puis en format podcast pour les trajets longs ou les moments de disponibilité auditive. Donc, vous pouvez retrouver votre pionnier sur ces 2 plateformes pour pouvoir reprendre et faire des stop-arrêts sur les témoignages pour pouvoir encore plus vous en inspirer.